Bienvenue dans les podcasts de la CAPS, l'émission qui vous fait découvrir la communauté d'agglomération de la baie de Somme. Tout de suite, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à un service souvent méconnu, mais très utile pour les familles et les professionnels de la petite enfance, le relais petite enfance, aussi appelé RPE. Pour nous en parler, nous sommes avec Audrey qui travaille au quotidien dans ce service. Alors Audrey, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Quelle est ta fonction au sein du relais petite enfance et depuis combien de temps tu exerces ce métier? Alors, je suis Audrey, je suis de formation éducatrice de jeunes enfants, diplôme d'État que j'ai passé en décembre 2006. Et j'exerce au sein d'un relais petite enfance depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, parle-nous de ton métier dans Alors, ce relais. Les relais petite enfance, les personnes qui travaillent au sein d'un relais petite enfance, on appelle ça des animatrices ou animateurs d'un relais petite enfance. On est souvent seul au sein du service, en fait. Et on a un secteur. Souvent, le secteur, il est défini en fonction du nombre d'assistantes maternelles sur le territoire. Par exemple, la CAF, qui est le financeur principal des relais petite enfance, va définir une jauge d'assistantes maternelles par ETP. Donc moi, je suis sur un temps plein. Sur le territoire, sur mon secteur aujourd'hui, je suis à 100 assistantes maternelles. Est-ce que tu peux nous définir brièvement ton secteur du coup? Alors mon secteur, c'est en fait Abbeville et toutes les communes autour, c'est-à-dire l'ancienne Abbevillois. D'accord. Voilà. Sur la CAMS, on a deux autres RPE. Il y a Lompré-les-Corsins, donc celui qui est basé à Lompré et qui a toutes les communes autour de Lompré sur le territoire de la CAMS. Et on a un troisième point à Saint-Valery. Là, il n'y a pas de lieu fixe, mais il y a des interventions sur différents points en itinérance autour de Saint-Valery. Voilà. Et c'est à peu près environ une centaine d'assistantes? Non, on est à beaucoup moins. Ok. Beaucoup moins. En assistante maternelle, on est à une soixantaine, 70 D'accord, ok. à peu près. Ok. Mais du fait de l'itinérance et des déplacements, voilà, on a réparti. Moi, j'en ai un peu plus parce que moi, pour le coup, je fais pas du tout d'itinérance. Oui, toi tu as un point fixe. Moi, j'ai un point. Fois, Voilà. Alors, à Lompré, elle a un point fixe aussi, ma collègue, où elle reçoit sur place, etc. Mais elle a aussi, du coup, des points d'itinérance qui fait que ça prend plus de temps dans les bien sûr. déplacements. Ok. Voilà. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous parler du relais de petite enfance concrètement, c'est quoi? Comment tu l'expliquerais à un parent qui en entend parler pour la première fois, justement en écoutant ce podcast? Alors du coup, un relais petite enfance, ça s'adresse à 3 publics. On a les parents ou futurs parents, les assistantes maternelles et les enfants. Pour les parents ou futurs parents, ça va être un lieu vraiment ressource pour tout ce qui va être connaissance des différentes structures d'accueil collectif ou individuelles existant sur le territoire. On va être en capacité de pouvoir leur présenter tous les différents types de modes d'accueil qui existent sur le territoire. Ok. Avec les parents, on définit leurs besoins d'accueil. Par exemple, une famille de parents, un couple qui travaille tous les deux à l'hôpital en horaire posté, on va plutôt les orienter vers un accueil individuel, type assistante maternelle ou garde à domicile. Parce que l'amplitude horaire d'accueil va être trop grande par rapport à une structure d'accueil qui va avoir une ouverture à 7h30, 18h15. Comme une crèche. Comme une crèche, une assistante maternelle. Alors, toutes, elles ne le font pas, mais on a des assistantes maternelles qui vont accepter ce qu'on appelle les accueils atypiques, c'est-à-dire tôt le matin ou tard le soir. D'accord, il y en a certaines qui le font. C'est ça. Donc, nous, l'idée, c'est d'accompagner les familles sur les modes de garde, modes d'accueil existants sur le territoire, de définir leurs besoins d'accueil, leurs attentes aussi, parce que on a des familles qui ont des horaires atypiques, mais c'est pas pour ça qu'ils auraient bien aimé du collectif. Oui. Mais du coup, on essaye de leur présenter ce qui est possible ou pas possible. Et puis, on va aussi les accompagner dans tout ce qui va être aide financière. Ce que je veux dire, les démarches. Les démarches administratives avant de choisir le mode d'accueil. De voir quel type de mode d'accueil, quel financement il va y avoir derrière. Parce que quand on est
sur une crèche, c'est pas les mêmes financements que si c'est une assistante maternelle ou une garde à domicile. Ok. Après, sur Abbeville, on a aussi des micro-crèches et c'est encore un autre financement. Ok. Donc tout ça, on présente aux futurs parents Donc, ou aux parents. c'est la première, la C'est- première tranche de personnes que vous accueillez ici, par exemple. Bah, en tout cas, pour les familles, voilà, on commence souvent par cette étape-là. Donc, j'en profite pour justement vous présenter pendant ce podcast. Donc, concrètement, là, s'il y a des futurs parents qui écoutent, ils peuvent déjà prendre contact avec un relais petite enfance pour peut-être avoir de l'aide et être Tout à fait. payé. Et c'est gratuit. Alors, c'est gratuit. L'accès à tous les relais petite enfance sont gratuits. L'idéal, c'est de pouvoir anticiper les démarches avant d'avoir besoin du mode d'accueil. Plus on anticipe la recherche, plus on a de possibilités de diversité de modes d'accueil, plus on va avoir le choix en fonction des besoins et des attentes. En fait. D'accord. Ok. Après, ça ne veut pas dire qu'une famille qui a besoin du jour au lendemain d'un mode d'accueil, on n'y arrivera pas. Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais c'est vrai que c'est l'idéal. Et du coup, vous intervenez aussi pour ces personnes-là. Oui. Là, on a parlé des futurs parents, mais on peut avoir quelqu'un aussi qui a un enfant Tout à fait. et qui cherche du jour au lendemain. Il peut s'adresser à vous pour obtenir de l'aide. C'est pas vous n'avez pas forcément trouvé quelque chose, mais vous êtes là pour aiguiller. En tout cas, on va tout faire pour que le parent puisse trouver un mode d'accueil. Ça, c'est des recherches qui vont se faire de façon plus rapide. Du coup, il y aura moins de choix, moins de possibilités, mais c'est tout à fait possible. On fait aussi on aide aussi les parents, les familles, quand, par exemple, la crèche ferme de façon annuelle à la période estivale. Ça peut être du coup une demande d'accueil ponctuel, donc trouver une assistante maternelle pendant la fermeture de la crèche, ou ça peut être également pour une assistante maternelle qu'ils emploient et qui est en arrêt maladie. Ah oui, et donc du coup, Et du coup, là, du jour au lendemain, ils n'ont pas de solution d'accueil. Ça peut être aussi ça. Ou alors, souvent, c'est des départs en formation ou une reprise d'activité professionnelle d'un parent qui fait qu'il n'a pas forcément la possibilité ou il n'avait pas la connaissance et que il m'appelle en me disant dans 10 jours, il me faut un mode d'accueil. C'est moins facile, mais on le fait aussi. Ouais. Ok, donc on a les futurs parents, on a aussi les parents actuels, Ouais. et ensuite, je vais parler de 3. Alors, du coup, après, on a les assistantes maternelles. Oui, très important. Donc, les assistantes maternelles, en fait, elles travaillent chez elles. Elles travaillent toutes seules. Et le relais petite enfance, c'est un petit peu leur point ressource également. Nous, on les accompagne sur tout ce qui va être la législation, comme on peut le faire avec les familles, avec les parents, parce que le parent devient employeur. L'assistante maternelle, elle est salariée d'un particulier employeur. Donc, elles ont un statut au niveau du droit du travail qui est très spécifique. On n'est pas dans le droit du travail commun, on est vraiment sur une convention collective spécifique assistante maternelle ou garde à domicile. D'accord. Donc, on les accompagne dans toutes ces démarches-là, dans tout ce qui est législatif, administratif, juridique aussi, et comme on le fait avec les parents, du coup. Et après, pour les assistantes maternelles, il y a tout l'accompagnement, ce qu'on appelle la professionnalisation. Ok. Une assistante maternelle, le statut, il a évolué depuis plusieurs années. Aujourd'hui, pour obtenir l'agrément, il faut faire une formation et il y a un devoir de résultat. Avant, on faisait une formation et à l'issue de la formation, on était agréé. Aujourd'hui, elles passent des modules du CAE petite enfance. Donc, elles doivent valider leur oral, leur écrit. Si elles ne valident pas l'écrit, elles ont un oral. Si l'oral est validé, c'est OK. S'il n'est pas validé, elles n'ont pas l'agrément. D'accord, oui. Donc, il y a ça. Et après, dans le suivi, elles doivent justifier d'une professionnalisation dans leur pratique au quotidien, par le biais de participation à des formations ou aux activités qui sont proposées au sein de leur RPE. D'accord, ok. Donc vous organisez des activités
c'est ça. On a un planning d'activités au mois où on propose des activités donc avec les enfants qu'elles accueillent. Donc nous, sur le RPE Trio, c'est plus spécifiquement sur les temps d'école pour pouvoir accueillir des enfants d'une tranche d'âge de 0 à 2 ans et demi. Ok. Et on fait aussi des ateliers pendant les vacances scolaires qui sont plus orientés du coup avec les périscolaires, mais qu'on avait eu en atelier avant qu'ils rentrent à l'école. Donc il y a cette espèce de continuité de prise en charge. Et quand tu parles d'activité, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples du coup? Alors oui, en termes d'activité, déjà l'idée c'est de proposer quelque chose qu'elles peuvent pas faire chez elles. Soit parce qu'elles n'ont pas l'espace, soit parce qu'elles n'ont pas le matériel. L'idée, c'est de proposer quelque chose qu'elles découvrent également aussi, en fait. On va pas proposer du coloriage ou de la peinture sur de la table ou au sol parce que ça, c'est des choses qu'elles peuvent mettre en place chez elles. L'idée, ça va être de proposer vraiment des choses qui nécessitent soit beaucoup d'espace, soit du matériel spécifique qu'elles n'ont pas forcément. Vous avez une salle. On a une salle d'activité. Après, on travaille aussi avec des associations sur le territoire. Par exemple, là, nous, on fait tous les ateliers de motricité libre avec l'association de judo Rue-le-Dien. D'accord. Et l'apport? alors, on va dans la salle de judo et en fait, Laurent, il aménage tout l'espace sur les tapis avec des modules de motricité. Et là, on a vraiment la possibilité de pouvoir proposer aux enfants, à partir du moment où ils sont au sol, qui se déplacent, jusqu'à 3 ans, enfin, jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école, ils ont cette possibilité de pouvoir évoluer dans un grand espace sécurisé où ils peuvent même évoluer du coup un petit peu en autonomie, quoi. Alors, les assistantes maternelles, du coup, viennent avec les enfants C'est ça. dont elles ont la charge C'est ça. à ces activités. Exactement. Pour changer un petit peu, notamment aussi peut-être pour créer de l'interaction avec d'autres enfants, j'imagine. Alors, Du coup, oui. l'assistante Alors, maternelle, du coup, les enfants sont tous chez l'assistante maternelle, ils sont peut-être, je sais pas, 3, 4, alors 4 maximum. voilà. Et donc là, en fait, ça permet vraiment d'avoir des plus gros groupes et que les enfants puissent rencontrer d'autres enfants, j'imagine. Oui, alors ça, c'est tout l'intérêt aussi de mettre en place des activités ou des actions collectives. Ça marche avec la motricité libre, mais la sociabilisation, le fait d'être avec d'autres adultes et d'autres enfants, ça, c'est quelque chose qui fonctionne pour tout type d'atelier qu'on peut proposer. Là, spécifiquement, la motricité libre, c'est quelque chose auquel on attache de l'importance parce que c'est le développement de l'enfant, ça part de ça. Et c'est quelque chose qu'elles n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir proposer chez elles. Donc ça, c'est hyper important. Après, on propose beaucoup d'ateliers de manipulation. Ok. On essaye de faire le lien avec la thématique du moment. Par exemple, là, on a fait les manipulations sur l'hiver, avec le froid, la glace, la neige. Voilà, on travaille les couleurs, mais on travaille aussi beaucoup les textures. Ok. Voilà. Et donc ça, on fait ça tout au long de l'année. On essaye de proposer 2 ateliers manipulation par mois et 2 ateliers motricité par mois. Après, à ça, on va avoir la proposition de sorties culturelles. D'accord. Donc, des visites. De visites sur des lieux. Alors, on travaille beaucoup avec l'abbaye de Saint-Riquier. Ok. Donc, en fonction des expositions, des expositions qui sont mises en place, on voit si ça peut être adapté pour la visite avec les tout-petits. Et il y a toujours des ateliers qui sont en support de ces expositions-là. Et alors, quand tu dis que vous organisez ça, tu as donc des animatrices avec toi quand vous recevez les assistantes maternelles et que vous faites un atelier comme tu nous as expliqué. Alors oui, au niveau de la préparation des activités, en fait, j'ai ma collègue Mélanie, qui est auxiliaire de puère, D'accord. qui travaille
à la crèche et qui est avec moi sur les temps d'action collective. Ok. En fait, elle va faire tout ce qui va être préparation, mise en place des ateliers. Donc, par exemple, pour les ateliers de manipulation, pour tout ce qui va être aussi les activités où on va, par exemple, à l'espace Simone Veil, utiliser la salle de sport. Oui. Oui. Et donc, elle va préparer tout le matériel, faire la mise en place des parcours. Alors, on est sur des règles très simples, mais voilà, on essaye quand même de préparer, d'avoir quelque chose d'organisé, d'ordonné aussi pour que les assistantes maternelles, elles aient un repère. Elles accompagnent les enfants qu'elles ont en accueil, mais il faut aussi qu'elles puissent visualiser où est-ce qu'elles peuvent les emmener et qu'est-ce qu'elles peuvent faire et comment on accompagne l'enfant. Globalement, nous, la professionnalisation de l'assistante maternelle, ça va être de lui proposer un atelier, une activité ou une sortie culturelle et de pouvoir l'aider à avoir la bonne posture professionnelle avec l'enfant. Ok. Oui. C'est-à-dire respecter le choix, par exemple, un enfant qui va vouloir rester dans l'observation, ça ne veut pas dire qu'il fait rien, il est en train d'assimiler tout ce qui se passe de façon par le visuel. Et c'est de mettre en avant que c'est pas parce qu'il reste juste à regarder, déjà lui il regarde et il emmagasine plein de choses. C'est de pouvoir valoriser aussi l'enfant, il peut avoir besoin de temps avant de pouvoir passer de façon active dans l'atelier. Ça veut pas dire qu'il fait pas, mais on doit respecter ça. Et on ne fait pas à la place de l'enfant, on force pas l'enfant à faire, mais on respecte le besoin de l'enfant. Et s'il a besoin de rester sur plusieurs fois sur un atelier dans l'observation, eh ben c'est OK. Est-ce que, alors j'imagine que des fois ça doit pas forcément être évident, il doit y avoir, des assistantes maternelles, peut-être qui, font ça depuis des années Mmh. et ça doit chambouler un peu peut-être, ce qu'ils ont appris peut-être à l'époque ou voilà. Ouais, J'imagine que parfois ça doit pas être évident. Faut jongler avec ça? ça fait aussi partie de mon travail, c'est-à-dire que quand on parle d'accompagnement à la professionnalisation, on est sur également la posture professionnelle. Et du coup, ça, c'est des choses qu'on amène par le biais des actions collectives, mais aussi par le biais de réunions d'information qu'on peut proposer. Qu'avec les assistantes maternelles? C'est ça. Réunion comme ça, Ouais, ça peut arriver. Ça peut être au niveau législatif, juridique, et ça peut être aussi au niveau pédagogique. Ça peut être avec l'intervention d'une professionnelle ou d'un organisme pour justement sensibiliser sur tel ou tel domaine. OK. Merci. On a déjà mis en place des conférences, par exemple avec Arnaud Dereau, sur l'autorité mais bienveillante, c'est-à-dire comment pouvoir apporter un cadre structuré mais bienveillant. Enfin, Oui. et du coup, on avait eu aussi l'intervention de Christine Schul sur les 12 violences. Et là, on parle de la pratique au quotidien. La 12 violences, qu'est-ce que c'est? Et on peut se rendre compte que dans ce qu'on fait au quotidien, on le fait de façon pas forcément bienveillante, mais sans s'en rendre compte. La douce violente. 12 violences, ouais. Oui. 12 violences. Ah OK, d'accord. Ouais. Ah, je connaissais pas. En fait, c'est Exemple? la 12 violence, c'est par exemple d'avoir un enfant qui a besoin de rester dans l'observation dans un atelier. Et on va avoir l'assistante maternelle qui va l'apporter, qui va le rapprocher du bac de manipulation, qui va lui attraper la main en lui disant regarde, touche. Voilà, mais ça, enfin voilà, pour elle veut faire bien, elle veut faire découvrir la dynamique, la démarche, elle est très positive. Mais en soi, elle respecte pas l'envie ou le besoin de l'enfant. D'accord. Et du coup, C'est vrai que c'est super important, du coup, ce genre de conférence parce que j'imagine qu'il y en a certains qui, en effet, le font sans tout à fait. faire exprès et c'est vrai que Sans avoir conscience de ce que ça engendre. ce que ça peut engendrer. Alors après, voilà, c'est vraiment, on est vraiment sur des choses qui sont très basiques, mais ça permet de, ouais, puis ça permet aussi de prendre un peu de recul sur sa pratique, ce qu'on fait au quotidien, parce que elles sont chez elles, il n'y a jamais de personnes qui les regardent travailler. Et elles n'ont pas la possibilité de se dire bon, t'as vu ce matin comment ça s'est passé, t'en penses quoi, etc. Si elles sont chez elles et qu'elles sont toutes seules, elles peuvent pas le partager, ça. Donc le fait de venir sur des temps d'animation,
sur des temps de réunions, d'information ou des forums qu'on avait organisé. Donc ça, c'était le service petite enfance qui avait organisé ça, qui avait ces conférences-là, elles étaient ouvertes pour tous les parents des crèches, les parents du relais, les assistantes maternelles. Enfin voilà, c'était pour tout le public petite enfance, quoi. Donc voilà. Donc la professionnalisation, l'accompagnement, ça c'est pas uniquement leur proposer une activité, c'est aussi travailler leur posture. Ça permet à l'enfant de pouvoir être sensibilisé à la sociabilisation avec les autres enfants, mais aussi avec d'autres adultes. Et ça permet aussi aux assistantes maternelles de pouvoir avoir du coup des collègues et de pouvoir échanger sur leurs pratiques et de pouvoir prendre un petit peu de recul sur ce qu'elles font, quoi, quand, comment et pourquoi, et de pouvoir adapter leurs pratiques au quotidien. Donc en fait, la partie accueil, professionnalisation des assistantes maternelles, ça représente une grosse partie en fait du RPE finalement. On est sur 2 demi-journées par semaine. On a 2 temps d'activité par semaine, le lundi matin et le jeudi matin. Et donc on a un planning qui est diffusé tous les mois. Et en fait, elles doivent s'inscrire pour tous les ateliers. À la pense. Ouais, mais ça, c'est une question d'organisation. Et pour nous de cadre, parce que là, aujourd'hui, on a 40 assistantes maternelles différentes qui s'inscrivent, qui viennent au relais. Ça représente 150 enfants différents. Alors, donc du coup, vous avez une quarantaine d'assistantes qui viennent assez régulièrement, on va dire, Qui s'inscrivent, ouais. sur 100. Donc, C'est ça. Quand même encore une soixantaine peut-être qui n'osent pas trop franchir le pas du RPE. Qui n'osent pas ou qui n'en voient pas la nécessité ou le besoin, qui n'en ressentent pas forcément peut-être le besoin. Alors, pour revenir concrètement, si on devait résumer très brièvement, assez simplement, quelles sont les grandes missions d'un RPE, à quoi sert ce service au quotidien? Donc, Les familles, les familles. tout ce qui va être l'aide dans la définition, enfin dans le fait de trouver un mode d'accueil, quel qu'il soit. Pour les assistantes maternelles, l'accompagnement à la professionnalisation. Voilà. Et pour les enfants, l'idée, c'est de pouvoir permettre à l'enfant de pouvoir bénéficier d'un accueil de qualité avec des conditions d'accueil qui soient favorables pour tous, c'est-à-dire pour les parents qui savent ce qui se passe chez l'assistante maternelle. Il y a cette espèce de relation de confiance qui s'est mise en place par le biais des échanges autour déjà du contrat de travail, etc. Et après, l'assistante maternelle qui présente lors du premier entretien avec les familles son projet d'accueil, sa pratique au quotidien, ce qu'elle fait pas, ce qu'elle accepte, ce qu'elle accepte pas. Si les parents sont OK, ils contractualisent. Et la finalité, c'est de pouvoir proposer un accueil qui soit cohérent avec ce que les parents attendent, ce que la SMAT propose. Et la finalité de tout ça, c'est dans l'intérêt de l'enfant, quoi. On a des assistantes maternelles, je te coupe, mais qui participent pas au relais, aux activités du relais. Mais des fois, on a des parents qui, eux, souhaitent que l'assistante maternelle ne se déplace pas. Enfin voilà, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'elles viennent au relais que elles viennent pas au relais que c'est pas. Non, on a des. Ça peut être des parents qui disent non, Tout à je fait. veux pas que mon enfant. Tout à fait. Ok. Il y a des parents qui sont plus rassurés avec le fait que l'assistante maternelle, elle ait tout ce qu'il faut chez elle, et que l'accueil se fasse exclusivement au domicile. Ok, d'accord. Ça permet de répondre à toutes les attentes ou toutes les demandes. Comme on a des assistantes maternelles qui prennent pas de périscolaire, il y en a d'autres qui prennent des périscolaires, il y en a qui vont aller faire les trajets à l'école et d'autres qui feront pas les trajets à l'école. Il y a des parents que ça va arranger parce qu'il y a la grande sœur ou le grand frère qui va à l'école et donc il y a le petit qui est chez l'assistante maternelle et l'assistante maternelle qui va chercher le grand à l'école. Et puis il y a d'autres familles qui vont plutôt cibler une assistante maternelle qui fait pas les déplacements à l'école parce qu'il est petit et qui préfère que l'enfant ne sorte pas du domicile. Pour quelqu'un qui s'y connaît vraiment pas,
Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est périscolaire? Voilà, qu'est-ce que ça représente en fait un enfant tu disais un Périscolaire, en fait, c'est un enfant qui va à l'école, mais en fonction des horaires de travail des parents, il va peut-être avoir besoin que l'enfant soit accueilli le matin avant l'école chez l'assistante maternelle, ou le soir, ou même encore le midi. OK. Le Enfin que voilà, l'enfant, est en maternelle, et sur le midi, il va pas à la cantine, c'est l'assistante maternelle qui vient le rechercher. Exactement, Ou le matin, si les parents commencent tôt, en effet. Et après, l'assistante maternelle amène l'enfant, en maternelle. c'est ça. Donc vous aiguillez aussi les parents qui, alors je pars dans l'hypothèse que quelqu'un qui n'a jamais fait garder son enfant, mais l'enfant rentre à l'école et d'un coup, ils ont besoin en effet pour juste le périscolaire, vous accompagnez aussi là-dessus pour essayer de trouver C'est ça. OK. En fait, on a une liste des assistantes maternelles donc par commune. Cette liste des assistantes maternelles, elle est classée par ordre de mise à jour des disponibilités d'accueil de l'assistante maternelle. En fait, l'assistante maternelle, on va avoir son nom, prénom, son adresse, l'agrément pour combien elle est agréée et combien elle a de place disponible potentiellement. Et il va y avoir aussi cette notion d'horaire atypique, oui ou non, et cette notion de accueil les périscolaires, oui ou non, et si oui, à quelle école. Parce qu'en général, l'assistante maternelle, elle fait une école. Oui. Elle peut pas forcément en faire 2 ou 3. Il y a des lieux où elles peuvent en faire 2 parce qu'il y a un décalage d'un quart d'heure sur les horaires, mais elles peuvent pas en faire plus. Mais du coup, une famille qui a besoin d'une assistante maternelle pour leur enfant qui rentre en maternelle, sur la liste, elles vont pouvoir cibler avec les critères périscolaires oui et à quelle école, du coup, de sélectionner les écoles qui correspondent à la scolarisation des enfants. Vraiment un relais essentiel en fait, parce que c'est vrai qu'une famille qui se lance dans une recherche d'assistante maternelle seule, c'est plus compliqué Ça peut comparé à prendre du temps. vous, vous avez vraiment le listing complet, avec les détails et cetera. C'est vrai que c'est un service qui est hyper important. Ça permet de faire gagner du temps aux parents et aussi aux assistantes maternelles. C'est-à-dire qu'une assistante maternelle qui met à jour ses disponibilités en disant Audrey, j'ai plus de place à partir de telle date, à telle date, je mets place disponible, 0. Comme ça, quand je donne la liste aux parents, je leur dis voilà, cette dame-là, vous voyez, par exemple, elle a 0 en disponibilité. Ça sert à rien de la contacter parce que de toute façon, elle va pas pouvoir accueillir l'enfant. Ça permet aux parents de gagner du temps et ça évite aux assistantes maternelles de devoir dire non, j'ai pas de place. Et voilà, ça fait gagner du temps à tout le monde. Donc après j'avais une dernière question, c'est par rapport à l'âge, donc tu as un petit peu répondu. Ça va jusqu'au périscolaire. Ouais. Mais périscolaire, ça peut être quoi? Ça peut être, Alors, quel âge? en fait, les parents, ils ont l'aide de la CAF. Ça s'appelle l'aide de la CAF pour l'emploi d'une assistante maternelle, c'est le CMG, complément libre choix mode de garde. Ça vient tout juste d'évoluer là depuis janvier. Euh, les enfants, les parents vont bénéficier du CMG de l'âge de 3 mois, enfin du début, jusqu'à 6 ans. Au-delà de 6 ans, malheureusement, il n'y a plus d'aide financière. Mais on peut toujours faire appel à une assistante maternelle. Tout à fait. Voilà. Sauf pour les familles monoparentales. Les familles monoparentales, elles peuvent avoir l'aide financière jusqu'aux 12 ans de l'enfant. D'accord, OK. Voilà. Mais les familles qui sont pas monoparentales, c'est l'aide financière, elle est jusqu'à 6 ans. OK, très bien. Écoute, c'est très bien. Je voudrais juste te demander pour terminer, est-ce que tu souhaites ajouter un message à destination des parents ou des professionnels qui ne connaissent pas encore le relais petite enfance? Dernier message, même si on a dit déjà pas mal de choses. Mais pour quelques questions, on a aussi par exemple les personnes qui potentiellement se disent peut-être que j'aimerais bien devenir assistante maternelle. Et on accompagne aussi ces personnes-là. Pour le devenir. C'est ça. Sur les démarches, les conditions de logement, parce que leur outil de travail, c'est le domicile. Et donc, on est aussi là pour les accompagner, pour les sensibiliser, pour voir dans leur démarche, dans leur projet, où est-ce qu'ils en sont, s'ils peuvent se lancer, s'il faut attendre, s'il y a des choses qu'il faut ajuster. Mais on accompagne aussi les assistantes maternelles en devenir, j'ai envie de dire. Donc, s'il y a des personnes qui se posent des questions sur le métier et qui seraient intéressées, ils peuvent également nous contacter. OK, bon, super. Bon, je te remercie Audrey, et puis, je te souhaite une bonne continuation. Merci. Merci pour toutes ces informations très précieuses. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier.
On se retrouve très vite pour un nouvel épisode des podcasts de la CABS.